Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste singulier. On va évoquer deux sujets qui me passionnent. L'artiste, un homme passionnant que j'ai rencontré, et vous savez, moi les rencontres, ça me bouleverse et j'en parle toujours sur ce podcast. Un homme, artiste et un papa. J'ai eu envie de le recevoir. Pourquoi ? Parce que son spectacle me parle, m'a même bouleversée. Un artiste qui est donc un papa, comme les autres, enfin, presque. Avec sa compagne, ils ont eu recours à la PMA. Vous savez ce que c'est la PMA ? Procréation médicalement assistée. C'est déjà dur à dire, dur à vivre. Et lui, une sorte de résilience, il a décidé de vous en parler, de vous raconter son épopée sur scène dans « Tu vas l'appeler comment ?» C'est drôle, sincère, audacieux, singulier, extrêmement actuel. Rappelez-vous, Macron parlait de ce problème. Bref, un spectacle à son image. François Touchard, bonjour. Bonjour Soledad. Je ne sais pas par où commencer, tant j'ai des questions à te poser, mais la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2024 ? On se rapproche pas mal de celui dont je rêvais quand même. J'ai réalisé pas mal de mes rêves, ceux que j'avais au tout départ, ceux que j'ai rencontrés en cours de route. Donc là, ça commence à être pas mal. Et même des rêves que je ne savais pas que j'avais. En l'occurrence, ma fille qui est née il y a 7 mois. Donc pendant des années, je ne pensais pas que je voulais être papa. Et finalement, je me rends compte que c'est un rêve que je vis au quotidien. Donc on est pas mal. Ton spectacle est bouleversant de sincérité. C'est surtout extrêmement drôle. J'ai ri. Il y a des punchlines qui me sont restées dans la tête. On va beaucoup parler enfant, on va parler paternité, on va parler parentalité, on va parler PMA. Mais là, j'ai envie de commencer par ton enfance. D'où viens-tu ? Moi, je suis né en Bretagne. Je suis né dans la campagne des Portes de Bretagne, entre un champ de vaches et un champ de moutons. J'habite à côté de Fougères. Certains qui connaissent peut-être le château de Fougères. Et donc j'ai grandi là pendant des années. Je suis resté cantonné à la Bretagne pendant très longtemps. J'ai fait mes études à Rennes avant d'oser monter à Paris, entre guillemets, pour le boulot. Tu avais des frères et sœurs ? J'ai deux petits frères. Un qui est resté en Bretagne et un autre qui est venu à Paris aussi, qui travaille dans la programmation informatique. Et quel genre d'enfance as-tu eu ? Assez calme, je crois. J'étais un enfant de la campagne, j'avais une mobilette qui tombait en panne toutes les semaines. Enfin, vraiment, on se débrouillait beaucoup. J'ai eu l'enfance juste avant Internet. Moi, la première fois que j'ai eu Internet, c'était en cachette. Donc, j'avais l'enfance où les discussions de la cour de récré, c'était Coucou, c'est nous, c'était les émissions télé, tout ça. Quelle chance ! Et là, je parle comme une vieille. Mais c'était le bon temps. C'était mon enfance, Merde. quoi. J'ai vécu la transition après, mais j'avais pas de téléphone portable. Quand je l'ai eu, c'était vraiment le truc incroyable. On savait même pas s'il y avait un vibreur sur le premier téléphone que j'ai acheté. Enfin, c'est ce genre de truc, quoi. Toutes les évidences d'aujourd'hui, je les ai apprises dans mon enfance. Et que faisaient tes parents ? Mon père, il était employé municipal responsable des espaces verts dans une petite commune à côté de chez nous. Et c'est un monsieur qui s'est construit de A à Z parce qu'il est né dans une ferme. Ses parents avaient une exploitation agricole, donc il s'est vraiment construit dans ce coin-là et il est monté petit à petit, il a gravi les échelons. Et ma mère était institutrice et pareil, elle est restée très longtemps dans le monde scolaire, enfin toute sa vie professionnelle dans le monde scolaire. Et elle a fini directrice. Et pareil, mes parents sont vraiment restés dans ce coin-là de Bretagne. Je pense que leur champ de vie, ça a été 100 km² pendant toute leur vie, enfin toute mon enfance en tout cas. Quelle chance ! Une enfance apaisée, tranquille, confortable, douillette. Et tu rêvais de quoi ? Moi, je rêvais de faire de la radio. Mon rêve... Déjà ? Ah ouais. À quel âge ? Avant de savoir marcher. Je sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi, avant de savoir marcher, j'exagère. Mais en tout cas, je me rappelle aller au collège, dans le bus, écouter la radio avec mon petit baladeur. Quelle radio ? J'écoutais Énergie. Il y avait le Festival Robles quand j'étais petit. Et moi, ça me fascinait, ça me faisait rire. Je trouvais ça créatif. Il y avait de la nouveauté tout le temps. Et il y avait le côté direct aussi qui me fascinait. Les mecs me parlaient à moi et je ne savais pas où ils étaient. Et puis, il y avait ce côté magique.
pour moi, c'est des gens qui n'existaient pas en dehors du moment où je les écoutais. Je ne savais même pas que c'était des métiers et tout ça. Et donc, moi, j'écoutais ça. Mes parents, mon père, surtout quand il travaillait dans le jardin, il écoutait France Bleu. Et c'est pareil, c'est des gens qui lui parlaient. En plus, France Bleu, c'était local. Donc, qui parlaient de notre patelin, de notre coin. Et pareil, ce n'était pas un métier. Enfin, ce n'était pas des mondes professionnels. Pour moi, c'était juste la radio, quoi. Je rêvais de faire de la radio. Et donc, quand j'étais petit, je jouais à faire de la radio avec ma pelle comme micro, mon râteau comme antenne. Et puis voilà, quoi. J'adore. Et alors, tu as fait des études pour ça? Qu'est-ce que tu as Ouais. fait? J'ai mis le temps parce que du coup, comme pour moi, c'était pas un vrai univers. Tu pensais pas que ce serait possible? Non, je venais du fin fond de la campagne, vraiment. Aucune connexion? Rien, Un personne. milieu inaccessible? Ouais, alors déjà, faut prendre conscience que c'est un milieu qui a des métiers. Parce que moi, j'en rêvais vraiment comme d'un rêve de gosse, quoi, mais comme tu veux voler ou chevaucher une licorne. Donc, j'ai commencé par faire. J'ai eu mon bac. J'ai fait fac d'art du spectacle, ça n'a pas duré longtemps, mais après j'ai fait fac de musicaux, donc je suis diplômé de musicologie, ça c'était cool. Donc là, tu t'envisageais quoi? Tu allais faire Rien quoi du tout. plus tard? En vrai, je ne savais pas. Pour moi, j'allais suivre ma maman et travailler dans l'éducation, mais j'allais surtout au jour le jour. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Quand je suis arrivé en fac, il y avait une radio universitaire sur le campus, moment déterminant de ma vie, puisque je pense qu'avant mon premier cours, je suis allé m'inscrire à la radio. C'était une asso, donc j'ai essayé de payer mon adhésion pour faire de la radio et voir ce que c'était en vrai. Donc là, ça commence à devenir concret. Ouais, sans se dire que c'est un métier. Ça reste un hobby. Voilà, un hobby, comme tu vas faire du foot avec tes potes le week-end. Et en parallèle de ça, je fais mes études. À un moment, je dois arrêter mes études parce qu'il faut que je gagne de l'argent, donc je deviens artisan glacier, ce qui n'a rien à voir. J'adore. C'est quoi un artisan glacier? Un artisan glacier, c'est tu fais des glaces. Tu fabriques la glace. Tu fabriques la glace et après tu la sculptes en forme de fleurs ou en forme. Mais comme c'est ça, magnifique. Voilà. Ouais. J'ai tout oublié, je pense. Hein. Mais attends, artisan glacier. Mais où est-ce que tu faisais ça? J'étais à Rennes. On avait une petite boutique. Enfin, c'est le propriétaire de la boutique qui cherchait des salariés. Moi, j'ai vu. On cherche des gens. Moi, j'étais dispo et il fallait que je fasse de l'argent. Donc là, le rêve radio, tu laisses de côté. Je le vis. D'un côté, je laisse de côté, mais en vrai, je le vis parce que dès que j'ai fini de bosser, je retourne à ma radio associative parce que je suis toujours inscrit à la fac, justement pour pouvoir faire de la radio. Tu continues les études en musicologie? Plus ou moins. Là, j'ai déjà eu mon diplôme. Officiellement, oui. Dans les faits, non. J'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais je garde mon inscription à la fac pour pouvoir être adhérent à cette association-là, qui est une association rattrapé étudiante. Par une réalité de la vie, c'est gagner des sous. Il faut des sous pour payer vivre. l'appart. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quel a été le déclic? Comment es-tu devenu technicien réalisateur? Un jour, je suis à la boutique, je suis sur mon ordinateur qui sert de caisse et faut pas se mentir, Rennes, c'est pas la destination principale de vacances, surtout l'hiver, donc des glaces, il y a des moments où on n'en vendait pas beaucoup. Et donc il y a des moments où je passais un petit peu de temps sur l'ordi à rêvasser et je tombe sur le site d'une école, donc j'ai quand même un petit peu rêvé de radio, tu vois, en vrai le rêve il devait se construire un petit peu. Les rêves deviennent matière, ça c'est notre truc ici sur Casting Call. Mais sans vraiment prendre conscience, tu vois, je sais pas, il fomentait quelque part, mais qui n'était pas encore en face de mes yeux. Mais je tombe sur le site de cette école de radio qui forme au métier de la radio. Qui s'appelle comment? Le Studec, le Studio École de France. Super connu. Ouais, j'apprendrai plus tard qu'elle est assez réputée dans le milieu de la radio. Mais moi, je la découvre. Déjà, je découvre qu'il y a des métiers de la radio. Je découvre qu'il y a des formations. Il n'y en a pas beaucoup. Je découvre qu'il y a des formations. Et surtout, sur la page d'accueil, je découvre qu'un des gars avec qui je faisais de la radio dans mon asso, il bosse là-dedans. C'est son métier. Il a France Bleu maintenant. Je trouve ça fou. Je lui envoie un petit message, j'avais encore son numéro, je dis mais en fait t'en as fait ta vie, quoi, c'est ton métier maintenant. Il dit bah ouais, j'ai fait le Studec, regarde, je me demande si ce serait pas pour toi. Okay. Tu découvres que c'est un métier qu'on peut se former et qu'on peut devenir un professionnel de la radio. Ouais, et tout ça vraiment dans l'espace d'une journée. En tombant par hasard sur ce site-là, en reprenant contact avec ce mec avec qui j'avais plus de contact depuis un moment. Et du coup, j'approfondis ma recherche sur le site de l'école et je vois un truc pour passer le concours pour s'inscrire à l'école. Ah d'accord, donc c'est sur concours. C'est sur concours. C'est une école privée, le concours n'était pas donc très compliqué. Donc c'est payant. C'est payant, c'était très cher à l'époque. Ça l'est toujours, mais c'était très cher pour moi. Une formation de combien d'années? C'était 2 ans avec une 3e année facultative. Et quelle est la promesse? On te forme sur quoi? Il y a différentes branches, j'imagine. Ouais, il y a C'est pour tous ceux qui veulent devenir soit animateur, soit journaliste ou technicien, donc technicien réalisateur. Donc soit être derrière la console, soit être au micro animateur, soit travailler dans le journalisme. Et donc il y avait ces 3 options-là. Moi, je savais déjà que si j'y allais, c'était pour faire technique réal, c'était sûr et certain. Technique réal. Ouais. Donc réal. En fait, toi, tu n'avais pas du tout envie de te mettre en avant. C'était pas animateur, la technique réal. Alors c'est quoi le métier technique réal? C'est tout ce que tu n'entends pas.
C'est-à-dire le fait qu'on soit en train de parler dans un micro qui est bien réglé, le fait que quand tu es en train d'écouter ce podcast, tu n'as pas besoin de monter ou de baisser le son tout le temps, le fait qu'il y ait eu un jingle au début du podcast, tout cet aspect-là, tout ce que tu ne prends pas en compte. Moi, en radio, c'était le fait que les pubs partent au bon moment, les musiques partent au bon moment, créer le conducteur, donc tout l'agencement, la suite de ce qui va se passer dans l'émission, respecter les timings, les contraintes, la couleur de l'antenne, tout ça, l'aspect purement matériel, donc arriver dans son studio, vérifier que tout fonctionne bien, etc. etc. Donc c'était tout cet aspect-là. Mais en gros, c'est être le chef d'orchestre du truc, c'est le gars dans l'ombre qui fait en sorte que tout se passe bien. Parce que l'animateur, il peut parler dans son micro et dire ce que tu veux, mais c'est moi qui l'éteins son micro. Ah, j'adore. Et ce concours, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait présenter? Et alors, c'était pas très compliqué, honnêtement. C'était un peu culture G. Je n'avais pas beaucoup de culture, mais ça suffisait. Et pas mal de culture radio. Et ça, pour le coup, je me débrouillais pas mal parce que j'étais fou de ça. Donc, Tu as été bercé depuis ton enfance. ouais, j'écoutais au fur et à mesure, j'écoutais beaucoup de radios différentes. Et je connaissais beaucoup d'animateurs de nom, mais en tout cas, je savais ce qui se passait dans le milieu de la radio, les transferts et tout ça. Donc, j'étais assez calé là-dessus. Après, on va pas se mentir, le concours était pas. C'était pour écrimer un petit peu. Après, il y a beaucoup de gens qui rentraient dans cette école et ça servait aussi à financer l'école, donc il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, j'ai eu le concours et en un mois, je pense, j'ai démissionné, rendu mon appartement, je suis monté à Paris, j'ai cherché un appart. Et alors, comment tu faisais? Parce que tu payes des études, tu deviens étudiant, j'imagine que tu fais un job pour vivre. Alors, oui et non, j'ai fait un prêt, je suis allé voir ma banque. Tu t'es mis... ouais, c'est le risque. Ouais. C'est ça, être un artiste. Je me suis dit, il faut le tenter. Si j'y vais pas, je vais regretter. Donc, il ne faut pas le faire à moitié. C'est ce que j'aime ici chez casting.fr sur Casting Call, c'est expliquer que pour devenir un artiste, il faut se mettre en péril, se former, trouver le moyen de vivre en parallèle de cette formation pour avoir l'audace d'espérer, d'en vivre, et puis ça marche. Bah, là, ça a marché. Je pense que si on le veut vraiment, ça marche. Faut pas prendre des risques inconsidérés, mais il faut quand même oser se mettre en déséquilibre. Parce que monter à Paris, moi, j'étais jamais vraiment allé à Paris, ça me faisait peur. Quitter mon job, hein, j'étais pas fou de mon job, mais n'empêche que ça me faisait vivre. Et après, il faut anticiper, il faut trouver des solutions. Après, moi, j'ai eu de la chance, je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit, bah, je vais faire des études de radio. C'est très bien la médecine, vous avez raison. C'est un truc porteur. J'ai rien dit, il me faut 15 000 €. Allez, foncez. Voilà. Fin du truc. Il a toujours été persuadé que j'ai fait des études de médecine en radiologie. Aucun problème pour moi. Magnifique. Voilà. Et ton entourage, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Mes parents, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Ils m'ont jamais encouragé non plus. Parce que je pense qu'ils avaient très peur. Pour eux non plus, c'était pas vraiment des métiers. Et ils me voyaient un peu délirer là-dessus, être fou de ça. Le moment où j'ai commencé à faire de la radio associative, ils ont dû dire c'est bon, il commence à en faire un petit peu, ça va lui passer. Quand je leur dis que je vais aller à Paris pour le faire, ils disent waouh, t'es sûr de ton coup? Faut tenter. Au pire, dans 2 ans, je reviens, j'ai plus de sous et puis je vis à la maison et puis tant pis, je me débrouillerai. Est-ce que tu avais une icône, un icône, quelqu'un qui t'inspirait? Est-ce que tu étais, voilà, quelqu'un qui t'inspirait? Alors, je vais te raconter l'histoire parce que ouais, j'ai quelqu'un. Je te disais, quand j'étais petit, j'écoutais le Festival Robles. J'étais très introverti, pas bien dans mon corps. Je dis pas que tout s'est solutionné, mais ça va un petit peu mieux. Mais j'écoutais Robles, ça me faisait rire. C'était marrant, c'était potage, c'était ma came. Et donc, ce mec-là, il était sur Énergie pendant longtemps. Il a fait vraiment les grosses audiences d'Énergie avant Bruno Guillon. C'était vraiment une icône. On l'a un peu perdu de vue maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de fou. Le Festival Robles, c'était un gros truc. Ils ont sorti des albums. Le gars a payé sa piscine avec les disques d'or qu'il a sortis. Donc, vraiment, c'était un gros truc. Donc, moi, j'écoutais ça. Hop, petite parenthèse. Des années plus tard, je fais Studec, machin. Une des premières radios dans lesquelles je bosse pour de vrai, la première, c'est RFM. Et il se trouve que Bruno Robles faisait l'après-midi sur RFM et moi, je bossais sur la matinale d'RFM avec Stéphane Casa et Laurent Petit-Guillaume. Et un jour, c'est le monde de la radio, les équipes tournent, il y a des émissions qui s'arrêtent, d'autres qui démarrent. Et j'apprends que mon émission, donc la matinale va s'arrêter, toute mon équipe, en général, il y a quand même pas mal de gens dans l'équipe qui sautent ou qui bougent, c'est comme ça. Donc, mon émission va s'arrêter, mes deux animateurs vont partir, une partie de l'équipe va partir. Moi, je ne sais pas ce qui va advenir de moi. Entre-temps, j'ai eu la chance de prendre la réalisation de la matinale, ce qui était vraiment déjà fou. Donc, j'étais derrière la console de mixage pour Stéphane et Laurent, c'était dingue. Et donc, j'apprends que c'est Bruno Robles qui va prendre la matinale. Ok, bah, trop cool, on va retrouver... Animateur phare. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, raconte un peu qui il est. Bah, Robles, c'est une icône des années 90, il est animateur, il est très dans le milieu de l'humour, il a des théâtres maintenant aussi, il fait tourner pas mal d'humoristes, un peu dans l'Ouest d'ailleurs. Et donc voilà, il était l'après-midi, il revient le matin, je sais qu'il a déjà son réalisateur, une partie de son équipe, voilà. Et donc il y a un matin, après la matinale fin de saison, nous on savait qu'on allait sur nos derniers jours de matinale, il y a Robles qui rentre dans le bureau, moi je voyais quasiment jamais, il bosse l'après-midi, moi je bossais le matin, il vient me voir et il me fait « Tu sais que la matinale va changer ?» Oui, je sais.
Est-ce que ça te dit de continuer avec moi ? Tu vois. Tu vois, on le disait encore, je chialais. Mais c'est magnifique. C'est fou. Les auditeurs, vous entendez, c'est ce que nous raconte Stéphane Joffre, c'est ce que nous racontent tant d'artistes. Vos rêves deviennent matière. Ouais. Faites attention à vos pensées parce que vos pensées se matérialisent. J'aime tellement ce genre d'histoire. Et là, tu commences avec lui. Et là, je commence avec lui. Donc, et ça c'est durait- ta rencontre, Ouais. mais celle qui t'avait inspiré enfant. Ouais, et c'est marrant parce que tu vois, finalement, ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas mes meilleurs moments de radio. Mais ce moment-là, il reste gravé dans ma chair. Le moment où il vient me voir, il me demande d'être son réalisateur à moi, qui vient de nulle part, de la campagne bretonne, Robles, du festival Robles. Enfin, Tu avais été récompensé de ce risque que tu as pris et ce chemin que tu as pris. C'est-à-dire que c'était ton tour. Et alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé ? bah, du coup, on est resté quand même pas mal de temps à bosser ensemble. On s'entendait bien, on était bien connectés. Il y a eu plusieurs versions de l'émission. Pareil, ça tourne. Et puis, au bout d'un moment, ça a moins pris. Donc, l'émission s'est arrêtée. Donc, j'ai fait, je pense, 4-5 ans de matinale à RFM. Quand même. Ouais. Et puis, c'est tôt le matin. Mhm. Mais ce qui était bien, c'est que c'était dans le groupe Lagardère. Non, je parle de ça, c'était il y a 20 ans. Ouais. Mais là, tu commences à en vivre. C'est Là, ton j'en- job. là, c'est mon métier. T'es à Paris. Hop, Ouais, tout va bien. ouais. Bah, alors, tout va bien. C'est pas le grand luxe encore. C'est le début, tu vois, parce que moi, j'étais Bon, jeune, mais tu j'étais arrives à junior. en vivre. Mais j'arrive à en vivre. Je paye mon appart. Tu manges pas choses que tournent. des pâtes. Non, et puis je commence à rencontrer des gens parce que, ouais, dans le groupe Lagardère, donc il y avait RFM, il y avait Europe 1, il y avait Virgin Radio, enfin Europe 2, tout ça. Donc, tu vois, je commence à rencontrer des gens. Et puis, Europe 1, qui à l'époque était vraiment une grosse radio, il y avait Ruquier l'après-midi qui, moi, me faisait rêver. Hmm. Bah, je croise des gens dans les couloirs. Et puis, tu fais des délocs. Donc, tu vas faire une émission quelque part. Puis, il y a une partie des équipes d'Europe 1 qui viennent t'aider. Et puis, ah, tiens, on s'entend bien, on bosse bien. Ça te dit pas de venir avec nous cet été ? Bah, si, Trop si, bien. ouais, on y va, on fonce. Viens faire la matinale sur Europe 1. Toujours en tant que technicien réalisateur. Toujours technicien réalisateur, toujours. Et ça a toujours, pendant des années, ça a continué comme ça. Et même aujourd'hui, c'est toujours mon métier principal. Et tu deviens co-écrivain et toujours réalisateur de Ouais. Bon Dimanche Show sur RTL. C'est exactement ça. Alors ça, Alors pareil, c'est toute une histoire de rencontre. C'est une des personnes phares, une fois que j'ai commencé à bien connaître le milieu de la radio, c'était Bruno, pour le coup, Bruno Guillon, parce que j'aimais beaucoup sa façon de gérer les équipes, le mood qu'il apportait dans ses émissions. Et je trouvais qu'il y avait... C'était la suite un petit peu spirituelle de Robles, même si pour le coup, les deux ne sont pas en grande connexion, mais je trouve que dans ce qu'il faisait, il y avait les parodies, il y avait l'humour, il y avait toute l'impro, il y avait l'esprit de bande. Moi, j'aimais beaucoup Bruno Guillon, je ne le connaissais pas du tout. Hmm. Et un jour, on lui propose, donc lui, il était sur Fun, j'essaie de pas dire de bêtises, c'était il y a quelques années, mais je crois que c'est ça. Il était sur Fun, on lui propose de prendre une émission sur RTL l'été, et on lui propose de tester 2 réalisateurs, donc un autre et Bibi. Et il s'avère qu'on s'est très bien entendu. Ça a Avec très bien... Bruno Avec Guillon. Bruno Guillon, ouais. Et parce que c'est quelqu'un... Raconte qui est ce Bah alors, monsieur. Bruno, Encore c'est un autre. Déjà, on a la même culture de la radio. Il a commencé tout petit, il avait 13 ans dans sa première La radio, mais pas associative. que. Canal Plus également. Ouais. Il a fait. En fait, c'était le complice de Manu Payette. Il faisait le clown blanc quand Payette faisait l'Auguste pendant très longtemps. Ils ont eu sur Canal 7 des émissions à Canal 7 à l'époque, mais une émission qui était incroyable. TPS, pardon. Sur TPS Star, ils avaient une émission qui était super marrante, un talk show. Il a fait plein d'émissions Et télé. les radio. marionnettes pas les marionnettes, tu sais, sur Canal Plus, l'émission avec Gildas. C'était lui qui écrivait. Bon, coupe, c'est pas intéressant. Tu sais, il faisait. Comment il s'appelle ? C'était les Les Guignols. Guignols ? Ah non, il a pas bossé sur les Guignols, T'es sûr ? Bruno. Quasiment sûr. Bon, ok. Alors, enlève cette connerie. Ok, on reprend. Donc ouais, il a fait plein de radios, il a fait des voix dans l'âge de glace. Enfin, vraiment, il a un panel de compétences qui est incroyable. Maintenant, il a une boîte de prod, il produit des séries, des films et tout ça. Donc bref, à RTL, ça matche bien sur les premiers moments, et je me rends compte au fur et à mesure qu'on a vraiment la même, je sais pas comment dire ça, le même feeling, très catchy, très réactif. Moi, j'aime beaucoup dans ma réal que ce soit très réactif. Si toi, tu vas me parler d'une chanson, il faut que dans les 10 secondes, je puisse la mettre à l'antenne, que j'ai toujours 3 plans B pour me débrouiller, etc. Et lui, je vois que ça lui On plaît. l'entend que tu as une énergie, on l'entend Ouais, que j'aime dans bien que la ça bouge, vie. tu vois. Ouais, ça J'aime bouge, bien ça ce bouge. rythme-là. Et donc, du coup, on connecte, et finalement, on a bossé un été, 2 étés, 3 étés ensemble. On a fait plein d'émissions différentes. Finalement, RTL lui propose une quotidienne, je réalise la quotidienne. Et voilà. Et il y a quelques années, la quotidienne s'arrête. C'était pas un programme de fou, c'était un Mais jeu là, qui tu marchait commences volontiers. à écrire, en fait. Et là, je commençais à écrire. Sur la quotidienne, ouais, là, je commençais à écrire pas mal, à faire des prods, à faire des parodies, à faire de la musique, à écrire des sketchs. Et un jour, il me dit, bon, on va arrêter la quotidienne, j'aime pas ce qu'on fait.
Par contre, je vais faire un talk show, un vrai talk show avec un studio qu'on démonte, qu'on remonte. Il me faut une prestation technique de A à Z. Il m'a donné ses contraintes, ce qu'il voulait, à quoi il voulait que ça ressemble. Et il me faut 2 auteurs, j'en ai un. Est-ce que tu veux être le deuxième ? Waouh. Bah ouais. Bah, vas-y, on fonce. Magnifique. Et donc, du coup, maintenant, toutes les semaines, j'écris des sketchs, des blagues, des parodies, des interviews, pas seulement du rire d'ailleurs, pas mal de trucs sérieux aussi parce qu'on reçoit des invités qui ont une actu culturelle. Donc j'écris tout ça. On peut t'écouter où ? On te retrouve où ? Enfin, tu écris et tu... Alors moi, rendez-vous ? je suis pas à l'antenne, mais tous les dimanches après-midi de 14h à 15h30, le Bon Dimanche Show, c'est 1h30 avec un invité. Et le but, c'est de faire que des interviews qu'il n'a jamais vues ou jamais entendues dans sa vie. Donc toi, tu écris, ouais. Tu réalises, ouais. Tu es à la partie technique. Ouais, exactement. C'est ton quotidien depuis des années. Ouais. On va parler amour. Tu rencontres ta chérie. Là, elle aussi, elle est dans ce milieu. Comment ça se passe ? Raconte-nous. C'est ça, j'étais son prof. Ah, t'étais son prof. J'étais son prof de radio parce que du coup, le Studec, ça a tellement bien marché pour moi, l'école, donc voilà, qu'une année, ils m'ont proposé de devenir prof. Attends, comment ça a tellement bien marché ? Je m'entendais bien avec les équipes, avec les gens qui bossaient là-bas. J'y retournais souvent après ma scolarité. Et un jour, le directeur de l'école m'a dit ça fait un moment que tu es implanté en radio, tu as vu quelques trucs. Est-ce que ça ne te dirait pas de venir donner des cours aux futurs élèves ? Je dis avec grand plaisir. Et du coup, je deviens prof de réalisation au Studio École de France pendant 1 an. J'ai une 20aine d'élèves. Et parmi ces 20 élèves-là, parmi ces 20 élèves, il y a une magnifique brune, élancée, sublime, avec des petites lunettes, qui cache son joli visage et tout. Mais à l'époque, moi, je suis en couple et elle vient de changer de carrière, donc il n'y a vraiment aucun moment où on pense se mettre en couple. Mais on garde contact. Et un jour, à RTL, moi, je suis RTL salarié, je pense, ou en pige, et elle est en stage, et on se recroise. Quand tu dis ton élève, vous avez à peu près le même âge. Elle est plus vieille que moi, mais en l'occurrence, elle avait fait un changement de carrière. Donc, ouais, elle était mon élève. D'accord, une reconversion. Ouais, mais elle est plus âgée que moi. Et alors, continue. Et du coup, on se recroise dans les couloirs d'RTL. Et puis, c'était à... Ah, parce que ça y est, elle devient professionnelle, elle aussi à son tour. Exactement. Alors, elle est bien, cette école. Hein. Ça marche bien, ouais. Oui, on est en train de leur faire une pub de dingue. Ça, c'est vrai. Ça coûte cher, mais tous les profs... Enfin, tu vois, moi, quand j'étais prof, j'étais pro aussi. Et tous les profs qui sont là sont en place. Donc, en fait, si tu es un peu dégourdé, un peu curieux, tu te mets bien avec quelques profs, tu vas visiter toutes les radios de Paris. Et au bout d'un moment, si tu es bon, c'est impossible de ne pas trouver un job, quoi. Quelles sont les ressources, les talents qu'il faut avoir nécessairement pour se lancer dans ce milieu ? Je pense qu'il faut être sûr de ce qu'on veut. Pas forcément avoir une grande gueule ou un truc comme ça, mais moi, je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en asso derrière la console de mixage, la première fois que j'ai fait mon émission, j'ai dit « Ok, c'est ma maison, c'est là. » Et après, on verra professionnellement et tout, mais j'étais sûr que c'était mon métier, que j'étais fait pour faire ça. Je pense qu'il faut ce truc-là chevillé dans le corps, parce que c'est quand même pas des univers qui sont faciles, ça change tout le temps, c'est très instable, etc. C'est un métier passion avec ses qualités, ses défauts, donc je pense qu'il faut ça. Il faut énormément de système D, mais dans le sens audace, tu vois, faut de la débrouille. Faut pas avoir peur, si d'un coup ce micro il tombe en rade, où est-ce qu'il est le prochain micro pour le remplacer, comment on va faire si on n'a pas de micro, est-ce qu'on peut se débrouiller, oui il y a un casque là, ça peut servir de micro, etc. Enfin tu vois, il faut vraiment avoir ce système D là tout le temps. Moi je te dis ça de mon point de vue de réalisateur, mais quand tu es animateur c'est pareil. J'ai discuté hier, j'étais avec un ami qui bosse en télé, mais qui est animateur, et il me parlait d'un débat qu'il venait de faire où il avait préparé vraiment 40 questions d'interview. Et première question, son invité part complètement sur autre chose. Et donc, du coup, en 4 secondes, il a dû se dire, OK, j'ai tel timing, où est-ce que je vais, où est-ce qu'on va ? C'est le même système D, quoi. Il faut se débrouiller, rester cohérent par rapport à ton métier, mais pouvoir se démerder sur le moment. Rester cohérent. Alors, on était à cette rencontre dans le couloir, raconte. C'est vraiment ça. En plus, c'est dans un escalier, rue Bayard, dans l'ancienne adresse d'RTL, une adresse mythique, iconique, avec un grand escalier pour monter jusqu'aux étages, jusqu'au studio. Donc on se recroise là, on se reconnaît. Forcément, on était restés en contact, mais de loin. Et puis, de fil en aiguille, il n'y a pas de grande déclaration d'amour en regardant la Tour Eiffel qui scintille. Nous, on s'est fait notre premier rendez-vous chez moi dans mon appart de l'époque, devant un film, sous un plaid. Et puis finalement, les mains se sont rapprochées comme ça et ça s'est construit petit à petit. Et c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est nos personnalités respectives, mais on a mis énormément de temps à se dire qu'on était ensemble. Tu vois, on sortait, on était exclusifs l'un à l'autre et tout, on vivait notre histoire. Mais on a mis quand même beaucoup de temps à se dire je t'aime et à se dire putain, on est en train de vivre un truc là, on n'est pas juste deux gars qui sortent ensemble et qui passent des bons moments, quoi. Qui va piano va lontano. On est toujours là. Donc. Je regarde ton tatouage sur ton bras depuis tout à l'heure. Raconte-nous pour ceux qui nous écoutent.
Alors, j'ai un tatouage sur le bras droit. C'est mon seul tatouage parce que moi, j'ai vraiment cette phobie-là. J'ai une phobie médicale. Donc, imagine une aiguille pendant 20 minutes qui va me rentrer dans le bras. J'ai regardé ailleurs. Mais c'est une prise de casque audio, reliée à une forme d'onde qui représente donc un son, relié à une partie d'une console de mixage, ce qu'on appelle un potard qui permet de baisser ou monter le volume. Et la forme d'onde, c'est la voix de ma chérie. Et ma chérie s'est fait le même jour, le même tatouage sur l'autre bras, avec la même prise de casque, une forme d'onde qui a ma voix et un casque de l'autre côté. Voilà, c'est ce qui t'incarne. La radio, la voix de ta femme, c'est ce que tu es pleinement. Et quand on est amoureux, très naturellement, eh ben, on a envie de faire un bébé. Mm. Mais moi, tu sais, pendant des années, avant ma chérie, j'ai eu une relation très longue et jamais je voulais d'enfant, vraiment, jamais, jamais. Et même au début, avec ma chérie, je lui avais dit dès le départ, moi, je veux pas d'enfant. Et elle avait dit, bah, moi, j'aimerais bien, mais c'est OK. Je pense que ce qu'on peut vivre est assez intéressant pour le vivre, en tout cas pour l'instant, sans avoir d'enfant et que ce soit pas un manque. Et il y a eu un truc en 2020 où tout d'un coup, il n'y avait plus beaucoup de bruit dans le monde. C'était au printemps 2020. On venait d'avoir on avait réussi à trouver une maison, une petite maison en banlieue parisienne, donc trop bien. Et puis, le salon était un peu grand, ça résonnait, tu vois, il manquait des bruits, il manquait des cris d'enfants et tout ça. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de fonder une famille? On était vraiment au moment. Moi, j'étais pas encore sûr, pour être très honnête, mais je me disais, professionnellement, je suis épanoui, je suis heureux, je peux me projeter sur le long terme, pas forcément financièrement ou quoi que ce soit, mais je peux me démerder. Dans mon couple, je suis très heureux. On a vraiment, moi j'ai mis du temps, en tout cas, et à deux, on a mis du temps, mais on a vraiment construit un truc. Là, on est bien. On a une maison. On a une maison près de Paris. C'est fou. Si je dois avoir un enfant dans ma vie, c'est maintenant. Et Qu'est-ce qui finalement, te freinait? C'est quoi, le contexte mondial, le réchauffement climatique, la violence, le truc? C'est quoi qui te freinait? non, je pense que c'est une peur plus intime, sans doute. Je sais pas, je sais pas. Des antécédents familiaux, une histoire, un truc, je sais pas, il doit y avoir un blocage quelque part sur lequel j'ai jamais vraiment réussi à mettre des mots, mais il y avait une vraie peur, et d'ailleurs elle n'est pas vraiment partie, mais enfin, De pas être à la hauteur. pas être à la hauteur, pas savoir rendre un enfant heureux, pas réussir à l'éduquer correctement, enfin, je sais pas, des peurs, tu vois. Un problème d'estime peut-être, ou peu importe. Ouais, En tout cas, l'envie existe soudainement ouais, et vous essayez de fabriquer la vie. ouais, Et ça marche pas. non. Et c'est marrant parce que, marrant, mais en tout cas au début, on essaie. C'est chouette que tu dises marrant, parce que la PMA, finalement, on le vit d'une façon sordide, puis après, on oublie tout. Est-ce qu'on oublie tout? Je sais pas. En tout cas, c'est relégué Quand au la second plan. vie Ouais, quand ça marche. existe et quand ça Ouais. marche. Mais pendant longtemps, en fait, on a essayé, mais sans vraiment. Juste, on n'utilisait plus de contraception. Et puis voilà. Et puis normalement, un homme et une femme qui font ce qu'on fait, ben, au bout d'un moment, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on se disait, tiens, ben, les probabilités, elles sont pas vraiment en notre faveur. Il commence à se passer un truc. Donc, l'âge avançant, forcément, ben, on s'est dit, on va aller voir un médecin. Et puis, on fait des tests. Et puis là, le coup près tombe, quoi. Il faut faire appel à la PMA. Ouais, ça n'arrivera jamais naturellement. C'est comme ça. Ça renvoie à de la déception. On parlait d'estime de soi. On imagine que par rapport aux autres, on se dit je ne suis pas capable de fabriquer la vie. Ça peut chambouler un couple, ça peut chambouler la sexualité. Et toi, tu en fais un spectacle. Tu commences à écrire. D'ailleurs, tu dis c'est un spectacle thérapie. Alors, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que à la radio, tu ne souhaites pas être animateur, tu es dans l'ombre, tu t'es jamais envisagé comédien. Non. Raconte-nous comment a démarré l'écriture de ce spectacle. Moi, j'avais déjà fait un petit peu des petites scènes, des premières parties, mais vraiment des 3, 4, 5 minutes par-ci, par-là. Quand même. Pour dépanner et parce que c'était des très grands amis avec qui je m'entendais bien. De Et quoi ça me faisait- des humoristes qui te demandaient de faire une première Genre partie. avec Clément Lanoux, on avait fait des trucs. Et... Ah, je connais bien Clément Lanoux, incroyable. J'ai travaillé beaucoup avec lui parce qu'il était auteur sur RFM pendant longtemps. Mais oui, je l'embrasse. Il est adorable et on a fait des courses de chaises à roulettes pendant des heures pendant la matinale. Donc on s'entendait bien. Et la première fois, en fait, c'est un théâtre qui avait été réservé. Un gars est parti avec la caisse. Et les mecs, il fallait qu'ils fassent un spectacle parce que sinon, vraiment, ils perdaient un pognon fou. Et donc, je sais pas, le mec du théâtre connaissait Clément, je sais pas comment. Et Clément a dit, vas-y, je te monte un spectacle pour dans une semaine. Il a appelé tous ses potes, dont moi. Et moi, je faisais des parodies, des musiques pour la radio. Il m'a dit, tu veux pas m'en faire 2 sur scène avec ta guitare? Vas-y, on y va. Et ça a commencé comme ça, mais c'est jamais allé plus loin. Moi, je m'étais toujours dit, je rêve pas de monter sur scène pour être très honnête.
Et je trouve ça fou de monter sur scène et de raconter une histoire de A à Z. Et j'avais déjà essayé, forcément, parce que quand t'écris, t'essayes plein de trucs, t'essayes de la fiction, t'essayes de la parodie, t'essayes des choses. Moi, j'avais essayé d'écrire un spectacle, mais jamais j'arrivais à aller assez loin, à raconter une histoire qui me plaise, à avoir les setups payoff, à avoir tous les effets que je voulais avoir dans une histoire, quoi. Donc, je trouvais pas le sujet, je trouvais pas l'envie causée par le sujet, ou l'inverse, d'ailleurs, je sais pas. Et puis, quand est arrivé ces premiers rendez-vous chez le médecin dont je parlais, là, en parallèle, enfin pas en parallèle, mais je cherchais des gens à qui en parler, je cherchais comment échanger, comment extérioriser ce que je vivais, tous ces trucs bizarres, étranges, nouveaux, d'un gars qui a 35 ans découvre un univers qu'il connaissait pas du tout, et je trouve rien, quoi. Je trouve qu'un mur devant moi, à chaque fois, je trouve aucun écho. Je sais pas si ça a changé, j'espère que oui, mais personne à l'époque ne semblait connaître la PMA, ni dans le monde médical, ni chez mes potes, ni autour de moi. Personne ne voulait en parler, ce que je peux comprendre. Pas de groupe de parole. Rien. Et puis en plus, avec ta personnalité tellement, c'est plein d'envie. Moi, je dis tout le temps, ceux qui ont des envies, c'est qu'ils sont en vie. Et j'imagine pour toi, vu ta personnalité, te dire c'est pas possible, t'es devant un mur. Waouh, ça Ouais. doit être difficile. Ouais, et puis oui, c'était dur, mais j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin de raconter. Et la seule personne, parce que pour le coup, ma chérie, c'est vraiment ma meilleure amie. On a vraiment cette relation-là, pour le coup. En plus d'être amoureux et amant, on est vraiment amis. Donc c'est à elle que je raconte les choses en général. Mais là, c'est des trucs. Elle vivait ces choses aussi. Elle vivait. On avait un parcours à deux, mais moi j'avais le sien, elle avait le sien. Et il y a des trucs, tu peux pas les lui raconter en disant ah j'ai du mal dans ce que je vis, alors qu'elle explique tous les jours. Elle vient d'apprendre. Enfin, Elle je sais pas explique en tous termes les de- jours pour qu'on Ouais, explique. pardon, ouais. C'est que elle explique tous les jours. Attendez. Ah oui, oui. Attendez. Ah, elle est pas Le parcours fort. PMA, pour ceux qui ne savent pas, le parcours PMA, c'est lorsque on ne peut pas faire de bébé, on a des solutions. C'est ce qu'on appelle la procréation médicale assistée. On va stimuler la maman, c'est tout un protocole. Ouais. On va fabriquer l'embryon et le transférer et ça donne la vie. Ouais. Voilà. Court. Donc piquer, c'est parce qu'on se stimule, on se fait des piqûres au quotidien d'hormones. La maman fait ça sur le ventre, la future maman fait ça sur le ventre. Ça fait pas mal. C'est peut-être un peu désagréable. Bon, voilà. En tout cas, elle se piquait parce qu'elle avait commencé son traitement. Ouais, en fait, ouais, pardon, je vais vite là-dessus parce que j'aime pas parler de son histoire à elle. Je veux surtout pas empiéter sur ce qu'elle a vécu et faire semblant de savoir ce qu'elle a vécu et son ressenti de ça. C'est pas ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que elle avait son propre parcours aussi. Elle avait une ou deux amies à qui elle pouvait en parler et à qui elle en a parlé un peu. Mais enfin, en tout cas, je voulais pas lui partager mes doutes, mes douleurs sur un parcours qui déjà à deux était compliqué et il fallait qu'on se soutienne l'un l'autre. Et moi, en tout cas, non, les deux, j'allais dire moi en tout cas, mais non, elle aussi, elle me soutenait énormément. Donc, il fallait qu'on reste dans cette force-là. Il y avait vraiment des choses que je pouvais pas lui dire. Donc, je les ai mis par écrit. Et la première, c'était le premier rendez-vous chez le médecin. Donc, j'ai tout écrit sur mon téléphone dans une note. C'était pas très drôle. Avec le recul, ça allait été un peu plus. La deuxième fois, ça a été mon spermogramme, quand j'ai fait une analyse de sperme. Là, pour le coup, j'ai vraiment pris des notes et moi, ça me faisait plus rire. Parce que c'était vraiment. Enfin, il y a plein de trucs absurdes, mais la déco, le choix du film, enfin, ces gens vraiment vivent dans un autre monde, quoi, dans un autre univers. Donc, ça, moi, ça me faisait rire. Ça, je pouvais lui en parler. Donc, je lui en ai parlé, mais comme on a une conversation autour d'un apéro ou un truc comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était sur la même note et je rajoutais des choses, quoi. Et je rajoutais des trucs, je rajoutais des trucs. Et je vivais des choses, on vivait des choses à deux. Et il y a beaucoup de choses qui étaient absurdes. Et moi, l'absurde, ça me fait rire. Donc, tu commences à écrire jusqu'à en faire un spectacle. Ouais, Tu n'as jamais pris de cours de comédie. non. Et alors, comment te vient encore une fois cette fameuse audace qui te représente bien de jouer sur scène? Alors, donc j'écris tout le spectacle. Je pense que j'ai pas conscience que c'est un spectacle jusqu'à ce que je dise à ma chérie est-ce que tu as 1 heure et demie devant toi? Tu peux t'asseoir dans le canapé, je vais te lire un truc. Et je sais pas si c'est passé comme ça, mais franchement, ça doit vraiment pas être loin de ça. Elle avait vu que je notais des trucs de temps en temps dans mon téléphone, mais elle se doutait pas du tout de là où ça allait. Et donc, je lui ai dit je vais te lire, je vais te partager ce que je ressens depuis, ça faisait 1 an à ce moment-là. C'était très bizarre, un peu égoïste de ma part, parce qu'avec le recul, je me dis qu'elle était en plein cœur du truc aussi. Et je lui ai un peu imposé ce monologue pendant 1 heure et demie. C'était peut-être pas finaux de ma part, mais bon. Et donc, je lui ai lu la première version du spectacle. Et en lisant, en le faisant, j'avais retravaillé, etc. Je prends conscience que vraiment, c'est un spectacle de A à Z. Il y a des effets que j'ai envie de faire. Il y a une intonation, un ton, tout ça. Elle ne rit pas une seule fois. Vraiment, elle ne rit pas une seule fois. Ce que je peux comprendre, parce que la lecture qu'elle a de ce qu'elle reçoit,
c'est pas du tout la lecture que tu as quand tu vas voir un spectacle d'humour, quoi. Tu lui faisais une lecture ou tu jouais le Non, spectacle? je lisais devant. Alors, j'avais mon texte avec moi, je jouais certains trucs comme ça en faisant des gestes. J'avais pas fait de mise en scène, j'avais pas encore le. Des instruments de Voilà, musique, parce non. qu'il a des instruments de musique extraordinaires sur scène. Je n'en dis pas plus. Donc, j'avais pas encore tout ça. Et je lui dis tout ça. Et je pense qu'en lui disant, je prends conscience. Voilà. Et je sais plus si c'est moi ou elle qui demande, mais tu as envie de le raconter à d'autres ou c'est pour moi? Donc, je lui dis, bah, c'est d'abord pour toi, mais t'imposer ça, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense que j'ai envie et besoin de raconter ce truc-là. Et moi, ça m'a manqué de ne pas pouvoir rencontrer ce témoignage. Peut-être que ça peut aider d'autres gens. Quelle prétention, mais au moins accompagner, voilà. La parole libère tellement. Ouais, ouais. Et elle m'a dit oui tout de suite. Et après, ça a pris du temps. Donc elle m'a dit, ok, vas-y, fonce. Si tu veux le faire, vas-y. Donc là, tu peaufines ton écriture, Je tu peaufine peaufines énormément. tout seul ton jeu. Ouais, C'est drôle à mourir. Non, c'est gentil. En même temps, c'est extrêmement émouvant et touchant, qu'on ait vécu la PMA ou pas. Et ce qui m'a séduit, c'est que c'est souvent les femmes qui parlent de PMA et pas les hommes. Qu'il y a actuellement comme un chamboulement, un revirement. Les hommes prennent la parole. On voit avec le MeToo garçon, etc. Et être un homme, c'est aussi raconter ses failles, ses doutes. Et dans la PMA, souvent, les hommes ont l'impression que c'est un manque de masculinité que d'être en parcours PMA. Et toi, tu as osé. Bah- Sans phare, sans inquiétude. Ça parle bien de toi, je trouve. Ben, c'est gentil. Je me suis dit, il faut y aller. Si je raconte pour de vrai. Je vais pas faire semblant. Si je raconte pas ça, je raconterai jamais rien et je sais pas si ce sera un manque ou voilà. Et puis il y avait aussi le côté, ok, encore une fois, si tu veux le faire, fais-le à fond, fais tout. Parle-en à des gens, essaye de trouver une salle, fais un vrai spectacle, fais pas genre un sketch ou un machin, fais un truc d'1 heure et demie, construis-le, fais une mise en scène, pense à des lumières, pense à de la musique, joue-le. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu sauras très vite. C'est le truc de Maman, j'ai raté l'avion. Moi, cette phrase-là, je l'ai en tête. Le gamin, quand il est dans l'église avec le vieux, et le vieux lui dit mais je peux pas revoir ma fille, on s'est engueulé il y a des années, elle voudra jamais me revoir. Quand vous savez qu'elle veut jamais vous revoir? Mais parce que je pense. Non, vous savez pas. Donc vous allez la voir. Si elle veut plus vous voir, elle vous le dira, vous serez fixé. Si elle veut vous voir, elle vous le dira, vous serez fixé. Eh ben c'est ça. Il faut y aller, il faut tenter le truc. Si ça marche pas une fois. Et il y a le reste de ta vie pour faire autre chose qui va marcher. Donc je l'ai fait, j'ai invité tout le monde. Alors attends. Tu écris ton spectacle. Ouais. Tu t'entraînes, tu joues chez Ouais, toi. ouais. J'imagine tu joues devant des amis. Ouais, un petit peu, pas tant que ça, un peu, ouais, quelques-uns, mes petits frères, ma chérie, beaucoup, qui, une fois qu'elle m'a dit oui, m'a beaucoup accompagné, m'a beaucoup aidé dans la mise en scène, dans le ton, pas dans l'écriture. Dans l'écriture, je voulais vraiment. Et tout ça en l'histoire. poursuivant le parcours PMA. Ouais. Tout ça avec des rendez-vous médicaux, les échos, Mais les échecs, les transferts. Pour Oui. ceux qui connaissent, vous savez, la ponction, les hormones, le frigo plein de tubes, de médicaments, de prostégérone, de orgalutrant et compagnie. Mais oui, mais parce que ce que tu disais tout à l'heure est toujours vrai, ça reste une thérapie. Sur ce moment-là, moi, donc le spectacle, je l'ai écrit, mais j'y ai rajouté jusqu'à la version que tu as vue il y a quelques jours. Je rajoute tout le temps des choses sur ce qu'on a vécu. Et alors ça s'arrête à la naissance de ma fille pour le coup puisque ça a marché, mais pendant tout le parcours, pendant les 4 ans de parcours, j'ai rajouté des choses, modifié des ressentis, synthétisé des expériences parce qu'évidemment tu vas faire 3-4 spermogrammes, on te raconte un et puis tu mets un peu tout dedans, mais j'ai toujours ajouté des choses, ça me servait toujours de thérapie parce que j'ai toujours pas de groupe de parole ou de gens qui en parlaient, et les seuls mecs qui en parlaient c'était pour faire des blagues autour d'une bière ou alors le corps médical qui t'expliquait ce qui va pas chez toi. Et tu viens de parler de spermogramme, personne ne sait ce que c'est, on va pas vous dire, en tout cas que vous soyez intéressé, curieux, en parcours ou en fin, début ou en questionnement, moi je trouve que ce spectacle est peut-être thérapeutique pour toi, mais il est pour ceux qui en ont besoin, mais pas que. Tout simplement, si ça ne te concerne pas la PMA, il est juste drôle et énorme de vérité et d'émotion, et c'est ça qui fonctionne. Donc t'écris, tu le joues. Combien de temps d'écriture avant de te dire « Ok, c'est bon, je peux aller sur scène » ? 1 an et demi, je pense, 2 ans. Ouais, 2 ans, on va dire. Entre la première ligne, la première version, et vraiment une version où je me dis, il y a un début, un milieu, une fin, il y a ce que je veux raconter, il y a tous les éléments que je veux mettre dedans. Beaucoup qui sont partis forcément, mais en tout cas, dans la première version, ouais, je pense que ça a mis 2 ans pour le construire de A à Z. Et là, comme à l'époque de tes études,
tu te mets en péril, c'est-à-dire que tu te produis, c'est toi tout Ouais. seul qui va louer le théâtre. Alors, Alors ça, c'est intéressant pour tous les gens qui veulent jouer, qui veulent être comédiens, qui ont un projet. Raconte-nous précisément quelle méthode tu as mis en place. Tu as décidé de jouer sur scène et quelles ont été les étapes? j'ai fait un conseil que j'avais entendu juste avant dans cette période-là. Je ne sais plus qui me l'a donné ou qui l'a donné, mais c'est un super conseil. Faut en parler à tout le monde. Quand tu as un projet comme ça et qui commence à être un peu mûr et que tu es sûr de ton coup, quand tu n'es pas sûr, attends, prends pas de risque. Si tu es sûr que tu vas y aller, parle-en à tout le monde. Tu sais pas qui va pouvoir t'aider. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'en ai parlé aux animateurs avec qui je travaillais en radio en disant ah cool, bah écoute, je viendrai te voir si tu joues. Ah sympa, putain, c'est couillu ce que tu fais. Ah c'est marrant, ma sœur est en PMA. Ah bah attends, j'ai un pote qui a un théâtre sur Paris. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Ok. Écoute, je vais lui en parler, je vais voir. Et donc, j'ai une animatrice avec qui je bossais, une Belge, qui me dit, c'est même pas sur Paris, là, qui me dit, j'ai un pote qui a un théâtre. Est-ce que tu sais déjà où tu vas jouer? Je dis, non, non, j'ai juste l'écriture. Je commence à prospecter. Bouge pas, je lui en parle. Elle lui en parle. Et lui me dit, écoute, j'ai un théâtre à Bruxelles. Là, j'ai 2 jours où il y a personne, où il y a rien, enfin 2 jeudis de suite. Si tu veux, viens jouer à Bruxelles. Tu joues ton spectacle, je te prête le théâtre gratuitement. Tu payes juste la technique. Waouh, ok, super. On se dit oui, on commence à caler des dates pendant quelques mois. On est toujours en période Covid. La Belgique ferme littéralement. Donc je ne peux plus aller jouer en Belgique. Oh. Et il me dit, bon. Sinon, j'ai un théâtre sur Paris là en ce moment. Ah ouais? Et j'ai 2 dates, 2 jeudis où tu peux venir jouer, rue Montorgueil. Et donc je suis allé jouer 2 jeudis de suite à la C'était Comédie Montorgueil. la comédie Ouais, qui a Montorgueil. fermé depuis, qui est devenu, je sais pas, des bureaux, je sais pas quoi. Mais du coup, j'ai joué 2 jeudis de suite. Alors au début, c'était 2 jeudis. Il m'en a proposé un troisième. J'ai dit oui. Et ça a bien marché. Donc on a mis une quatrième date. Et donc j'ai joué 4 jours, 4 jeudis d'affilée. Le premier, c'était que des invites. Donc tous mes potes, j'avais vraiment invité tout le monde. J'avais rempli le théâtre. Deuxième, c'était mi-invite, mi-payant. Et après payant. Et du coup, il a gardé si je dis pas de bêtises, la recette sur les 2 dates ou quelque chose comme ça. Mais en gros, moi, j'ai quasiment rien payé et voilà. Et j'ai Tu as pu eu le jouer. trac la première fois. Ouais, énormément. Voilà, la première fois, c'était assez bizarre parce que donc il y avait mes amis qui étaient là et du coup, il y avait ma chérie, une copine à elle. Et moi, j'étais vraiment en mode, je vais monter sur scène, je vais me produire, je vais réaliser ce qui était quand même devenu un rêve entre-temps, un énorme projet. Et ma chérie était encore, je pense, sur le gars qui lui avait lu son texte dans le salon. Et donc, il y a eu pas une friction, mais un moment où elle m'a dit bah, t'as besoin de quelque chose? Je dis bah oui, j'ai besoin que vous partiez parce que là, vous êtes sur la scène et je vais jouer dans pas longtemps, les gens vont rentrer. Et donc elle a rigolé. Je dis mais je rigole pas, je vais vraiment faire le spectacle, je vais le jouer. Vous ne restez pas là, s'il vous plaît. Et donc du coup, elle dit ah ouais. Ah oui, il va faire le spectacle, il va le jouer devant les gens, et ça va être un vrai spectacle. Les gens, certains ont fait garder leurs enfants pour venir ce soir, pour être là, le rideau va s'ouvrir, il va y avoir des lumières et tout. Donc je pense qu'on en a pris un peu conscience tous les deux en même temps. Mais oui, j'avais énormément le trac, je pense que comme tous les humoristes, enfin tous les comédiens, il y a un moment juste avant où tu dis non mais je vais pas y aller, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Mais en même temps j'avais trop envie. C'est ta place. Est-ce que c'est ma place de raconter cette histoire-là? J'irai pas pour raconter, j'allais dire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais en tout cas ouais. Quand les gens rigolaient, j'ai entendu des rires que je connaissais sur mon histoire, sur ma vie. Je me dis ok, j'ai réussi à tourner ce qui était une douleur, c'est quand même une douleur au départ pour moi, en quelque chose qui fait marrer les gens, qui leur apporte du bonheur. Ils ont l'air de passer un bon moment. Est-ce que c'est parce que c'est mes potes? Sans doute qu'il y a une partie de ça, mais en même temps, mes potes, quand je fais pas des blagues, ils rigolent pas. Donc, ça Ça, marche. c'est en 2020, 21. 21, ouais. On est en 2024. Ouais. Le spectacle se joue encore. Ouais. Et ta petite fille a 7 mois. Ouais. C'est juste extraordinaire. C'est fou. Ouais, donc du coup, ouais, je l'ai joué pendant longtemps, pendant quelques temps, alors que ma fille était pas née. Dans une version qui, du coup, je pense, a un message un peu différent du message qui passe aujourd'hui. Mais il y a toujours ce petit truc à la fin de est-ce que ça a marché? Et non, ça n'avait pas marché à l'époque. Et mon bébé est né le 21 août 2023. Donc après, ouais, 2020, 21, 22, 23, donc 4 ans en tout de parcours. Et j'ai décidé de modifier la fin, modifier pas mal de trucs, mais en particulier la fin du spectacle. Parce que je me suis dit, ça vaut le coup de raconter ça avec une happy end, avec vraiment ce bonheur à la fin, d'essayer de raconter la même chose. Il y a toujours les mêmes échecs, il y a la même douleur. Et finalement, ma fille, c'est 20 secondes du spectacle à la fin, 30 secondes. Mais l'histoire principale, c'est comment on en arrive, c'est le préquel de ça, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce que tu le joues différemment? Ouais, très différemment. Déjà, la première fois que je l'ai rejoué, c'était très dur de jouer la fin. Tu vois, même là, en le disant, c'est encore compliqué parce que c'est quand même beaucoup.
En fait, chaque soir, chaque fois que je joue le spectacle, je revis toutes ces douleurs-là, je revis des moments qui ont été compliqués, je revis des souffrances, des échecs, des écueils. Et oui, on oublie. Et quand je les raconte sur scène, le moment où je raconte que ma fille est née, c'est très court. Mais tout d'un coup, je revis 4 ans de douleur pour une seconde où on donne la vie, quoi. C'est quand même, c'est fou, c'est énorme. Donc ce moment-là prend une intensité folle. Tu as des retours des spectateurs J'arrive même pas à le dire, je suis émue moi aussi. Des spectateurs? Ouais, j'ai quelques retours. Il y a plusieurs publics, surtout là en ce moment, c'est pas mal. Il y a ceux qui sont en PMA qui m'envoient souvent, de temps en temps, des messages privés sur les réseaux, parce que j'essaie d'être très actif sur les réseaux et de témoigner quand même au-delà de l'humour de ça et de ce parcours-là. Et j'ai pas mal de filles qui me disent ça nous a fait du bien, j'ai emmené mon copain le voir. Souvent, ça me surprend, mais je lui avais pas dit ce qu'on venait voir. J'ai dit, ah ouais, t'es couillu, toi, quand même, parce que là, tu sais qu'il va aller voir un mec qui raconte ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et finalement, j'ai l'impression que ça fait du bien, donc je touche du bois, c'est cool. Depuis là que je le rejoue depuis quelques semaines, j'ai le personnel médical qui vient me voir aussi, qui pour moi était une grosse pression au départ, et qui me disent ouais, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, mais enfin un mec qui raconte ces trucs-là. Mais typiquement, le spermogramme, j'avais tout un labo qui est venu me voir, qui m'a dit mais oui, enfin quelqu'un raconte ce truc-là que nous, on ne peut pas raconter, c'est inracontable, mais oui, c'est vrai. Donc je me disais ça va. Même des années plus tard, il y a certaines parties du texte qui ont quand même maintenant 4 ans, je ne suis pas encore trop à côté de la plaque, donc c'est cool. Et après, j'ai une partie du public qui n'est pas du tout dans ce parcours-là et qui dit waouh, c'est cool, mais qui semble ressentir l'émotion que j'essaye de faire passer. Et donc c'est cool de me dire je fais un spectacle d'humour, mais j'arrive à faire passer de l'émotion, à raconter une histoire qui n'est pas juste des vannes les unes à la suite des autres. Et c'est vraiment ce que je voulais au départ. Jusqu'où tu vas emmener ce spectacle? Jusqu'où il voudra aller, c'est compliqué de faire vivre un spectacle. C'est vraiment des hauts, des bas au jour le jour. Tu aimerais trouver, excuse-moi de t'interrompre, tu aimerais trouver un producteur et le jouer dans une plus grande salle, ou tu veux rester ton auto-producteur parce que tu te finances, tu t'auto-finances, c'est-à-dire que tu es un artiste qui se met en péril, qui finance la location du spectacle, qui s'occupe de toute la com, tu fais ça tout seul. Est-ce que c'est important pour toi, ou alors là, on lance un message s'il y a un producteur par là? Non, je serais ravi de trouver un producteur. Il faut que je m'entende bien. Je m'entends bien avec moi-même, donc j'arrive à m'entendre au niveau de la prod. Il faut que je trouve quelqu'un qui a réussi à accepter ce que je veux faire passer. Quand j'ai rejoué là, le spectacle, dont je le rejoue depuis quelques semaines, quand j'ai commencé à chercher un théâtre, j'ai contacté plusieurs théâtres. Bon, tu connais le truc, mais il y en a qui sont plus ou moins sérieux. Il y en a 2 qui étaient intéressés par le spectacle. Il y en a un qui j'ai joué le spectacle en entier et il m'a dit le rappel, ça va pas. Il y avait un rappel, tu l'as pas vu, mais il y avait un rappel à l'époque. Et il dit non, la fin, là, ça va pas, ça n'a pas de rapport avec le reste du spectacle. Et je me suis dit, s'il n'a pas compris que c'était exactement le truc qu'il fallait pour terminer le spectacle, ma fille n'était pas née à l'époque, s'il n'a pas compris ça, ça va pas. J'ai pas assez, comment dire ça, j'ai pas assez besoin ou envie de jouer ce spectacle pour trahir ce truc-là. J'ai pas, non, il faut que je sois à l'aise avec moi. Et si on me demande de virer ce truc-là, si quelqu'un me demande de virer ce truc-là pour pouvoir le jouer, ça me va pas. Il s'avère que finalement, j'ai viré, j'ai mis autre chose à la place, mais c'est moi qui ai pris cette décision-là. Et voilà. Mais si je trouve quelqu'un qui est d'accord avec ça, après, en vrai, mon rêve sur ce spectacle, c'est de ne pas perdre d'argent, ce qui serait déjà un miracle phénoménal. Donc, mon but, c'est ça, c'est d'avancer, de réussir à l'équilibre peut-être un jour. Ce serait déjà pas mal. Sans dénaturer ta création, ta réalisation et ton histoire. Exactement. Et après, rajouter des trucs. Mais oui, on rêve tous. À partir du moment où tu montes sur scène, je pense tu rêves d'une salle un peu plus grande, de rajouter des effets. C'est sûr que si vous mettez du budget, moi j'ai plein d'idées pour rajouter des trucs, de la folie, de l'absurde et tout ça, mais ça resterait toujours ce spectacle-là en tout cas. Le milieu du casting, etc., du coup, parce que tu es un vrai professionnel de la radio, là tu joues ton histoire comme un spectacle thérapie, mais en même temps tu es en train de développer un public et le succès arrive. Est-ce que le milieu des castings, la comédie, le cinéma, ça pourrait t'intéresser? Moi j'adorerais. Là, je joue un texte que j'ai écrit moi. Donc déjà, il y a un biais, tu vois, cognitif qui est un peu particulier. Je ne sais pas ce que les gens voient de moi, parce que je joue mon truc, mon histoire. Moi, je serais très curieux de jouer le texte que quelqu'un m'a imposé. Dans une autre mesure, tu vois, dans un truc. D'aller creuser dans des émotions autres que les tiennes. Tiens, Touchard, il me fait penser à ça. Il irait bien dans tel rôle et de ça. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il voit ça en moi? Mais je le testerais bien, et puis on y va et on teste. Ça me rendrait curieux, c'est sûr. La prochaine étape. Tu es donc tous les lundis à 21h jusqu'à fin juin à la Comédie des 3 Bornes. On va indiquer
toutes les infos nécessaires pour acheter les places. Dis-moi François, qu'est-ce que tu dirais au petit François ? Je pense qu'il était tellement angoissé, mal dans sa peau, pas épanoui et tout ce qui va avec et ce qui n'est pas dit, je me dirais t'inquiète, ça va aller, c'est mieux après. Il y avait dans un jeu auquel je jouais quand j'étais petit, la musique de fin, elle disait le meilleur est toujours à venir. Et je pense que j'aurais exactement dit ça. Crois-moi, le meilleur est toujours à venir. Et tu vois, j'avais peur d'avoir ma fille et aujourd'hui, quand je la vois grandir, je me dis ouais, le meilleur est encore devant nous, quoi. Le meilleur est devant nous. Rappelez-vous, faites attention à vos rêves parce qu'ils se réalisent. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup, Soledad.